Lundi 11 mars 2024, retour sur les événements du week-end avec notamment les défaites de Benoît Saint-Denis et de Francis Ngannou, la très belle performance de Sean O'Malley. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on va commencer avec ce qui intéresse tout le monde, la défaite de Benoît Saint-Denis. Malheureusement, la rumeur du staphylocoque n'était pas qu'une rumeur, c'était bien vrai. Il l'a dit dans un post sur les réseaux sociaux, Benoît Saint-Denis, que les antibiotiques l'ont cassé. Mon corps n'était pas là, c'est ce qu'il dit, il répondait pas comme d'habitude. Je savais que j'avais qu'un round dans les jambes. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Alors après, Benoît Saint-Denis a fait du Benoît Saint-Denis au premier round. Il s'est jeté sur Dustin Poirier comme un mort de faim. Franchement, j'étais même étonné qu'il tente le takedown aussi rapidement. Et après, j'entends les gens qui disent « Bah voilà, il s'est fait mettre KO, il a les mains trop basses. » Mais ça, on le savait. On le savait depuis le début. Alors c'est vrai que comme il gagnait, on se dit « Bah peut-être que lui, il est différent. Peut-être que lui, il encaisse plus que les autres. Peut-être que lui, il peut aller à la ceinture. » Parfois, en ayant les mains un peu basses. Et c'est pas forcément quand il est en garde qu'il a les mains basses, c'est quand il frappe Benoît Saint-Denis. Tout le monde l'a vu. Peu de temps avant de prendre le KO, il envoie des séries de coups. Et quand il tape avec la gauche, il se protège pas avec la droite. Et vice-versa. Ça s'est payé cher, il arrive dans le top de la catégorie, il prend le crochet, franchement le crochet qu'il prend, là où il le prend avec la précision et la vitesse, antibiotique ou pas antibiotique, je pense que tu vas dormir. Alors après bien sûr s'il avait été à 100%, il aurait peut-être dû moins rusher les choses, il aurait peut-être pris plus son temps. Maintenant voilà, on va pas refaire l'histoire, ça fait partie de l'histoire de Benoît Saint-Denis. J'espère qu'il n'y a pas trop de casse, j'espère qu'il va pas avoir le menton plus fragile suite à ça. Et puis aussi, on dit oui, il est arrivé au top de la catégorie, il aurait dû savoir monter plus les mains. Mais son entraîneur, Daniel Warren, l'a souvent dit, il y a des gars comme ça, ils ont un style et si tu les dénatures trop, ils savent pas quoi faire d'autre. Donc je comprends qu'il y a un casse-tête à ce niveau-là. Benoît Saint-Denis, c'est un gars, faut qu'il y aille, faut qu'il rentre dans le tas, comme on dit. Faut qu'il aille all-in vers l'avant. Et si tu le dénatures trop, est-ce qu'après ça marchera plus? Il y a quand même, voilà, faut savoir doser les choses, lui amener peut-être un petit peu de sagesse sans trop lui en donner pour pas le dénaturer. Je comprends que ce soit très compliqué. Après, sinon, il a montré qu'il était très fort au corps à corps. Il a réussi à emmener au sol Dustin Poirier. Il a très bien défendu les tentatives de guillotine de Dustin Poirier, qui est une des spécialités de l'américain, je le rappelle. D'ailleurs, Dustin Poirier a dit c'était pas le plan. Tout le monde m'a dit surtout ne fais pas ta guillotine, faut que tu sortes des phases de clinch contre la cage. Et moi, je l'ai fait. Bon, bah, ça lui a pas porté préjudice. Tant mieux pour lui. Et puis, concernant Dustin Poirier, bah, il a été précis. Franchement, le coup qu'il met là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le prennent et qui tombent pas. Il est magnifiquement placé. Benoît Saint-Denis ne le voit pas venir, c'est le contre, c'est un magnifique contre. Et puis il a toujours l'air fatigué, Dustin Poirier, je l'avais déjà dit. Vous avez vu à la fin du premier round, souvent il sautille sur place, il bouge la tête de gauche à droite, mais ça il le fait dans beaucoup de combats. Je vous ramène à son premier combat contre Justin Gaethje. Il faisait pareil, le langage corporel parfois je trouve ne le trahit pas Dustin Poirier. Il a souvent les mains sur les genoux à la fin des rounds. Il a l'air fatigué mais c'est comme ça, c'est Dustin Poirier. Il fait toujours ça et puis il a été patient, il a laissé passer l'orage dans le premier round parce qu'il prend un premier round de folie quand même. Et puis il a dit en conférence de presse, je suis content d'avoir battu un jeune combattant affamé, je voulais savoir si j'avais toujours ça en moi, je l'ai toujours. Et il s'attendait, lui, à du grappling, il dit ouais, je savais qu'il allait venir au grappling, il est très fort quand il te met la main dessus, je pensais qu'il serait un peu plus fort contre la cage, je m'attendais à un ancien judoka très fort sur les hanches, il était un peu moins que ce que je pensais. Ma dernière guillotine était toute proche de passer, je peux vous le garantir, pourtant on m'avait dit de pas le faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas le plan. Par contre il trouve que Benoît Saint-Denis, pour un mec qui a autant de KO à son actif, ne frappe pas si fort que ça. Bon écoutez, c'était peut-être pas juste tout simplement son soir, et puis bien sûr il avait énormément de pression sur les épaules, le risque était gros, perdre contre un gars qui est pas dans le top 5, 2 défaites de suite, ça lui est jamais arrivé, et donc il fallait assurer, et puis il a expliqué que la ceinture était toujours l'objectif, on va en reparler tout à l'heure, parce que Dana White va dans ce sens-là aussi, mais pourquoi pas prendre Ned Diaz, c'est un combat qui doit se faire depuis longtemps, qui s'est pas fait, ou alors prendre Justin Gaethje, ils sont sur un 1-1, et puis pour finir avec une petite note d'humour, il dit ouais, tout le monde demande des shirts customisés, moi je voudrais bien un shirt avec des fleurs, on sait qu'il aime les chemises à fleurs, Dustin Poirier, ça m'a fait sourire. Et puis on a eu Conor McGregor qui a tweeté un beau combat entre deux Français, parce que Dustin Poirier vient de Louisiane, ancien état français, vous savez l'histoire, enfin j'espère. Et puis il a dit oui, toutes mes félicitations, qu'il a tweeté en français, et il a tagué Emmanuel Macron. J'ai trouvé ça très drôle, et un journaliste a demandé à Dustin Poirier ce qu'il en pensait. Il a dit, oh, vous savez, Conor McGregor, lui aussi, il a testé mon crochet. J'ai trouvé que la réponse était bonne. Et puis on a le manager de Islam Makhachev, Ali Abdelaziz, qui a dit que pourquoi pas prendre Dustin Poirier au mois de juin pour Islam, c'était une option, parce que tout le monde est booké. Bon là je pense que ça ferait tâche quand même, je dis pas que Dustin Poirier il mérite pas son title shot, mais au moins un combat avant, quand tu sais ce qui va se passer dans les prochains mois. Et puis Dustin Poirier a dit qu'il était
all-in, qu'il était chaud pour ce combat. Islam Makhachev a l'air aussi, alors peut-être que pour Poirier, lui, on pensait il y a quelques semaines, quand il a pris le combat contre Saint-Nic, c'était la fin, voilà, il venait de prendre un KO, il allait pas revenir, etc. Bah écoutez, finalement, Dustin Poirier pourrait accéder au titre bien plus rapidement que ce qu'on pense. Je vais bien sûr vous parler des restes du combat de la main card, hein. Song Yadong contre Petr Yan, c'était un très beau combat. Song Yadong a quand même été intelligent, il avait dit ouais, on va voir qui est le meilleur boxeur, etc., etc. Puis en fin de compte, il a fait beaucoup de takedowns, ensuite beaucoup de feintes de takedown. Alors est-ce que tout ça, l'histoire du meilleur boxeur, c'est un peu pour briller les pistes? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça lui a réussi au moins dans le premier round. On a vu des beaux coups de coude en sortie de clinch, moi j'aime beaucoup les coups de coude, il les a très bien utilisés. Il a eu une baisse de cardio dans la fin du deuxième round. Alors vous connaissez le résultat, hein. Il a perdu maintenant. Moi je vous avais dit la semaine dernière, je trouve qu'il lui manque ce petit quelque chose pour devenir champion. Après il prend des combats avec beaucoup d'expérience, il prend des gros combattants, il prend pas de KO. Il est encore jeune, je pense qu'il peut encore progresser et peut-être nous surprendre dans l'avenir. Mais voilà, il faut encore que ça mûrisse un peu. Et puis peut-être qu'un jour il finira avec la ceinture autour de la taille. Moi vous savez, je trouve que c'est un peu limite. Mais avec l'entraînement qu'il faut, avec de la volonté, pourquoi pas. Et puis concernant Petr Yan, il revenait de 3 défaites de suite, un long layoff, ancien champion. Il a démarré dans le round 2 lui, hein. J'ai adoré son amené au sol à la fin du deuxième round d'ailleurs. C'est là où il fait la différence dans ce round là pour moi. Et puis dans le troisième round c'était très serré, mais il a fait ce qu'il fallait. Et puis encore un takedown qui vient sécuriser le round, très intelligent. On voit que c'était l'ancien champion, hein, comme l'a dit Taylor Lapillus aux commentaires. Et puis en conférence de presse, il a dit que Song Yadong défendait très bien à la tête, alors il a fallu qu'il s'adapte, qu'il ait un peu travaillé au corps, etc. Il s'est blessé au pied dans le premier round, mais il pense que c'est pas grand chose. Il dit ouais, dans un mois, je pense que c'est remis. Bon, il faudra peut-être passer une radio, on en saura plus bientôt. Le plan, c'était d'envoyer les jambes au corps. Mais bon, quand tu t'es blessé à la jambe dès la première minute, forcément, il a fallu revoir les plans. Et puis, il aimerait combattre 3 fois cette année, donc j'espère que sa blessure au pied n'est pas trop grave. Mais très belle performance de Petr Yan, il a mal démarré, je pensais que c'était cuit pour lui. Et il est revenu, franchement, félicitations. Et Umar Nurmagomedov a demandé à l'affronter le 3 août. Il dit Petr Yan ou Cory Sandhagen, dans les deux cas, ça ferait un très beau combat. Et puis là, Umar Nurmagomedov prendrait quelqu'un de classé et de très bien classé. On a eu le combat aussi entre Gilbert Burns et Jack Della Maddalena. Il y a eu des bons contrôles, je trouve, de la part de Gilbert Burns, mais je trouve qu'il faisait pas de dégâts. Il prenait les contrôles, pas trop de tentatives de soumission, pas trop de frappes. Bon bah Maddalena, il en a profité, on l'a vu, il se relève, magnifique coup de genou. Alors moi j'avais parié sur Gilbert Burns, forcément il m'a fait perdre. J'avais fait le combiné MVP Gilbert Burns, malheureusement c'est pas passé, j'ai voulu être trop gourmand. C'est encourageant pour la suite, Maddalena il restait sur 2 performances, bon c'était un petit peu moyen. Moi je le voyais limité, contre Burns ça semblait compliqué. Au sol, il fait pas des merveilles, mais il défend bien, il se fait pas soumettre, il prend pas de coups. Alors contre un gros lutteur, je sais pas ce que ça donnerait, mais en tout cas, il a le cardio pour tenir au moins les 3 rounds, parce que pour mettre un KO comme ça, quand t'as eu de grosses phases de clinch, t'as été amené au sol, etc., c'est pas facile. Il a été posé, il a pas fait n'importe quoi avec sa boxe anglaise, il a été intelligent, donc c'est encourageant. Est-ce qu'il peut aller tout là-haut dans la catégorie? Moi, je suis encore un peu sceptique, faudra voir, comme je dis, quand il va tomber sur un gros lutteur. Mais belle performance de sa part, et puis il a demandé à affronter Shavkat Rakhmonov. Shavkat qui lui a répondu tu finiras comme les autres. Donc vous avez compris, ça veut dire je vais te finir. Mais ça ferait un magnifique combat. Moi je vois Shavkat devant, mais écoutez, pourquoi pas. Concernant le combat entre Michael Venom Page et Kevin Holland, bon bah écoutez, Holland, j'ai l'impression qu'il a combattu plus pour pas prendre de KO, plus pour pas tourner sur les réseaux sociaux comme le mec à l'UFC qui a pris le KO par Michael Venom Page. Je me trompe peut-être, mais franchement, on l'a pas trop reconnu. Moi je pense qu'il aurait dû jouer son jeu, pourquoi pas, c'était un gars, c'était ouvert. Tu sais que Michael Venom Page a pas cherché le sol, t'aurais pu tenter un petit peu plus debout. Et puis Michael Venom Page, lui, il a fait le show, il est venu à l'UFC pour ça. Il a pas déçu, je pense qu'il avait quand même pas mal de pression sur les épaules. Il a passé un petit peu de temps au sol, c'est pas encourageant pour la suite. Ok, c'est relevé, mais en face c'était Kevin Holland. Dans la catégorie, il y a du lutteur, hein. Tu te prends un Shavkat, même un Colby Covington, on sait pas ce que ça va donner. Mais tu te retrouves avec Colby Covington sur toi, avec beaucoup de temps qui reste dans le round, ça peut être différent. Attention, petite alerte de ce côté-là. Et en conférence de presse, il a dit, hein, j'étais pas au top, ok j'ai gagné, mais je suis pas satisfait de moi, et je me suis retrouvé dans des mauvaises positions, ça n'aurait pas dû arriver, même quand j'ai glissé, c'est pas la cage qui glissait, c'est moi qui était pas bon sur mes appuis de pied, donc il s'en veut là-dessus. Il a senti un Kevin Holland en face de lui très frustré, et donc il en a joué forcément, et puis il sait pas quand est-ce qu'il reviendra, il dit j'ai pas de date, j'ai pas d'adversaire. On sent que Michael Venom Page, la carrière, il y a du monde derrière, il y a un agent qui gère, il y a une équipe qui gère, il veut pas faire n'importe quoi, il veut pas trop en dire, il veut arriver à la ceinture le plus vite possible. J'ai entendu parler d'un Stephen Thompson, je serais assez déçu pour être honnête avec vous. J'ai envie qu'il soit testé, j'ai pas envie qu'il arrive à la ceinture avec une route entre guillemets facile, mais bon, on verra, il estime qu'il est en forme, donc il peut revenir quand même assez rapidement. Et puis bah forcément le rêve, on l'a déjà dit, c'est Leon Edwards en Angleterre dans un stade. Écoutez, il a réussi ses débuts, combat, c'était le moins plaisant à regarder de la main card, je trouve. Mais la suite pour lui, pourquoi pas, il peut être catapulté tout là-haut très vite. On sait que l'UFC, je pense, va pousser derrière.
Et puis le main event, magnifique performance de Sean O'Malley. Alors j'entends tous ceux qui vont me dire, en face c'était Chito Vera, il méritait pas sa place, contre un lutteur ce sera différent, contre un tel ce sera différent, vous allez voir contre Merab, je suis d'accord avec vous. Maintenant quand même là, il a dominé de la tête entier, la tête et les épaules comme on dit, il a dominé de A à Z. Moi je suis content parce qu'il a eu un petit coup de mou dans le round 4, on l'a vu un moment respirer un peu fort, je me suis dit oula, est-ce que le cardio va s'écrouler? C'est pas le moment parce que l'autre en face il peut te mettre KO jusqu'à la dernière seconde, on l'a déjà vu, et il est revenu round 5 très posé, il respirait un peu moins fort, donc forcément c'était dur, hein. On comprend 5 rounds contre en face un gars qui peut t'éteindre à n'importe quel moment, c'est pas facile, mais vraiment magnifique performance. Pour Chito Vera, elle est dure, je trouve, parce qu'il est passé à côté de son combat. Alors, les rumeurs de camp d'entraînement catastrophique étaient peut-être vraies finalement, mais bon, déjà, il se prend pas le KO. C'est beau parce qu'il prend un coup de genou à un moment où fallait se l'encaisser. Il s'est fait beaucoup toucher. Il finit avec la tête à l'envers. Très très mauvaise soirée pour lui. Je pense que là, il va être déçu. Il a dit qu'il reviendrait, que la ceinture, ce n'était que partie remise, etc. Je lui souhaite, mais là, il a quand même pris une sacrée correction. Et puis on l'a vu, Sean O'Malley, après avec une sorte de botte au pied, hein, voilà, il est blessé au pied, il dit non mais c'est le pied sur lequel j'ai été opéré, j'ai mis beaucoup de coups de pied, je pense que c'est pas grand chose, ça va passer en quelques semaines, voilà, je pense qu'il n'y a rien de grave. Il sait pas ce qu'il va faire pour la suite, hein. Il y a Merab Dvalishvili ou Ilia Topuria d'ailleurs qui lui a dit ouais je serais heureux de t'affronter mais d'abord tu dois prendre Merab. Bon bah les deux sont géorgiens, je pense que voilà, Topuria veut pas voler la priorité à Merab, c'est très sport de sa part, et puis moi je préfère que O'Malley combatte Merab, et si ça passe là par contre le combat sera intéressant, il aura battu un gros grappleur avec Sterling, un gros lutteur avec Merab, il aura vengé sa défaite contre Chito, franchement ce serait plutôt cool. Et par contre il a dit que Chito il le reverrait plus jamais, il dit voilà je pense que c'est fini, hein, j'ai montré que j'étais meilleur que lui, dans l'avenir je veux faire des gros combats. Il a pris l'exemple de Conor McGregor qui était champion poids plume, qui est monté en poids welter à affronter Ned Diaz, il dit tout ça moi ça m'intéresse, je veux faire des gros combats. Dana White pousse derrière, je vais vous en parler tout à l'heure, donc c'était une belle soirée pour lui. Il a la communication qui va avec, son statut de superstar, alors je pense que c'est un peu prématuré mais ça gonfle, hein, petit à petit on le sent, et puis satisfait aussi d'avoir réussi à... Alors il dit j'ai fait une belle performance contre Vera, j'aurais voulu le mettre KO, c'est pas arrivé mais je suis pas sorti de mon game plan. Je sais que c'est un gars qui est quasiment impossible à mettre KO, donc j'ai fait ce que je devais faire. Je suis plutôt satisfait de ma performance. Et puis il a dit quelque chose de très vrai. Maintenant, je suis un vétéran, je sais gérer mon énergie. On l'a vu quand il a touché Vera avec le coup de genou, il a accéléré, ça a duré 5 secondes, il a vu que l'autre tombait pas. Tout de suite, il a ralenti, il a continué à toucher, tourner, toucher, reculer. Donc voilà, le jeune O'Malley se serait peut-être jeté comme une furie, aurait vidé la jauge, il n'aurait pas couché Vera. Et c'est Vera après qui l'aurait fait payer. Belle performance de vétéran, encore une fois, on verra quand le niveau va monter en face. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire, c'était vraiment magnifique. Dans les prélims, on avait Almeida contre Blades. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, Almeida met un premier round de folie à Blades. Il lui monte sur le dos, takedown. Par contre, il tente pas de soumission, il frappe pas. Et au deuxième round, bah écoutez, il se fait punir, takedown assez mauvais, il se fait sprawler, il se prend une série de coups de poing marteau sur la tête, KO, terminé. Blades le bat au deuxième round. Alors Blades il a dit, hein, il est très satisfait. À la fin du premier round, il sentait que Almeida commençait à respirer fort. Il s'est dit ah, je pense qu'il a fait un très bon premier round, mais là il commence à s'épuiser, ça va être le moment pour moi de faire quelque chose. Et puis bah, il dit dans le round 2, quand il m'a envoyé le takedown, je s'était téléphoné, je l'ai vu venir de très loin, il était frustré, c'est sûr et certain. Et puis moi j'avais travaillé ça à l'entraînement, je savais que c'est un gars qui allait tenter d'aller au sol, les coups de poing marteau c'était travailler. Donc j'ai fait ce que je devais faire, moi je suis content pour lui personnellement. Il veut Aspinal, même s'il faut aller en Angleterre pour le chercher, et Aspinal a répondu, me demande pas 2 fois, moi je suis dedans. On sait qu'il y a un passif entre les deux, Aspinal s'était blessé au premier combat, il n'y avait pas eu combat, c'est assez dommage. Donc moi je suis content pour Blades, on le voyait enterré suite à son KO contre Lewis, il est revenu, là il prend Almeida, c'est pas rien. C'était un peu la situation de Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, on peut faire un parallèle entre les deux, le gars qui monte contre le vétéran a montré qu'il était là, et puis il va avoir une confiance qui va être gonflée là, je pense franchement, au sol il va plus craindre grand monde. Dana White a donné sa conférence de presse comme à chaque fois, il a beaucoup aimé ce qu'a fait O'Malley, il parle du plus grand poids Batam de toute l'histoire, bon bah ça c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau champion c'est le plus grand, mais il dit qu'en fait c'est pas que ce qu'il fait dans la cage, c'est ce qu'il fait tout autour, c'est tout le package, ça c'est pas faux, on a rarement vu un champion des poids coqs aussi complet en dehors de la cage. Cody Garbrandt était pas loin, mais c'était pas encore ça. Mais là, Sean O'Malley, c'est vrai que c'est en tout cas le plus médiatisé des champions poids coq de l'histoire. Et puis il pense Dana White que de toute façon, personne n'aurait pu finir Chito ce soir-là. Donc c'est pas grave, il n'y a pas eu le KO, mais il y a eu le show. Il a aussi été très impressionné par Dustin Poirier. Il ne l'exclut pas de la course au titre. Il dit ce qu'a fait Dustin Poirier, c'est une performance de vétéran. Voilà, c'est une légende du sport. Et il est toujours derrière Benoît Saint-Denis. Il dit qu'il va apprendre de ce combat-là, que c'est pas fini pour lui. Il aime beaucoup le gars, donc c'est encourageant pour Benoît. Et il explique aussi qu'il faut très bien matchmaker MVP pour la suite. Donc on sait ce que
que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire qu'il n'a pas été ultra convaincu, qu'il va falloir choisir le bon combat si tu veux continuer à le faire monter. Moi je serais pas rassuré à la place de Michael Venom Page quand j'entends ça. Et puis on lui a demandé ce qu'il pensait du combat entre Jake Paul et Mike Tyson sur Netflix, et il dit ouais je comprends pas pourquoi Netflix n'était pas sur les sports en direct depuis longtemps. Toutes ces plateformes de streaming elles doivent faire du sport en direct, le sport ça se regarde en direct, ça se vit en direct, et nous en tout cas quand on va renégocier nos droits télé on parlera à tout le monde, y compris Netflix. Donc si on a l'UFC qui débarque sur Netflix, ça peut être plutôt cool. L'autre gros événement du week-end, bah malheureusement c'est le KO qu'a pris Francis Ngannou contre Anthony Joshua. On va pas refaire l'histoire. Ngannou il était en pleine confiance, on l'a vu avancer sur Anthony Joshua, il s'est fait emmener au tapis, enfin plutôt il se retrouve au tapis, c'est pas une amenée au sol, c'est un coup de poing, il tombe, compté, deuxième round pareil, et puis il prend le KO. Bah, je pense que vous avez tous vu ça. Dur retour à la réalité, comme le disait un auditeur, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'est dur pour Francis Ngannou, le KO il est terrible, on voit la jambe qui part sur le côté, là ça veut dire que ça a déconnecté total. Très très dur pour lui, et voilà, il a réagi sur les réseaux sociaux, il a dit désolé les gars, je vous ai laissé tomber ce soir, c'était un mauvais jour au bureau aujourd'hui, mais demain sera un autre jour. Il pense que la suite c'est le MMA, mais il n'en a pas fini avec la boxe. Alors la bonne nouvelle comme on dit c'est que maintenant on sait qu'il va revenir au MMA. J'espère que le menton est pas trop affecté, parce que quand on prend une comme ça on sait que ça peut laisser des traces. Il est pas tout jeune Francis Ngannou, il est plutôt jeune dans le sport, donc c'est ce côté là qui est rassurant. Maintenant en face en MMA on sait que c'est Ferreira, c'est un gros morceau qui frappe fort, donc attention. Et puis moi s'il peut se relancer en MMA je serais content pour lui, puis s'il revient à la boxe écoutez tant mieux. Mais là on a vu Anthony Joshua il l'a pas pris à la légère. Lui Anthony Joshua il va être gonflé à bloc, la confiance ça va être là. Il a fait ce qu'il devait faire, il devait avoir la pression parce que perdre contre Ngannou ça aurait été très très dur pour lui. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que Joshua il est terminé. Bah écoutez il a pas battu Fury, il a pas battu Usyk, mais en tout cas il a battu Ngannou, fallait le faire, c'était le combat à pas perdre. Et il a eu des mots encourageants envers Francis, il a dit ouais, ne laisse pas ça te décourager, ne laisse pas le succès te monter à la tête, tu ne devrais jamais laisser les échecs impacter ton cœur, et puis je pense que tu es un atout pour la boxe, donc c'est très encourageant. Et puis on avait Jake Paul qui avait tweeté pour le PFL en disant que le jour où Francis Ngannou allait combattre au Stade de France pour le PFL, ce serait énorme. C'est vrai que maintenant le PFL peut commencer à prévoir la suite, je pense, pour Ngannou. Est-ce que ce sera un Stade de France? Je sais pas, faudra une organisation un peu plus professionnelle que la dernière fois, je pense. Mais maintenant voilà, Ngannou au PFL, j'espère, en France, j'espère encore plus. Et on verra ce que nous réserve l'avenir. Dans le Common Event, c'était, vous savez, le boxeur chinois Zhang contre Parker. Zhang était un peu à côté de ses pompes, franchement, j'étais un peu déçu, je m'attendais à un tank. Alors, il y a eu ces gros coups, il y a eu cette façon d'avancer un peu nonchalante et frapper comme une brute. Il a envoyé 2 fois, si je dis pas de bêtises, Parker au tapis, mais il perd le combat, il était surpris d'avoir perdu. Mais c'est vrai que la fin du combat, on a l'impression qu'il s'est écroulé physiquement. C'est Parker qui faisait le combat, alors il l'a pas mis au tapis, lui, mais il a dominé. Combat plutôt serré, moi j'ai été déçu, j'aurais aimé voir le Zhang que j'avais vu à sa dernière sortie, le Terminator qui avance, qui frappe et qui met des KO. Il lui a manqué ça, il est pas tout jeune, il a 40 ans, je sais pas ce que va donner la suite pour lui, mais j'espère qu'on le reverra quand même dans le ring. Et puis Parker, belle victoire pour lui. Il y avait du kickboxing aussi, attention, alerte spoiler, ceux qui n'ont pas vu le Glory, passez pour la prochaine, allez 30 secondes, 1 minute, je vais être rapide. Mais c'est Rico Verhoeven qui remporte le Grand Prix, c'était un tournoi sur une soirée, 8 combattants, quart de finale, demi-finale, finale. Le roi Rico Verhoeven est toujours là. Franchement chapeau à lui, il gagne j'ai pas vu le tournoi mais je sais qu'il gagne par KO la finale si je dis pas de bêtises, il prend les 500 000 $, et puis voilà, le roi a toujours sa couronne, il est toujours chez lui, il a montré qu'il était là. Sacrée carrière pour Rico Verhoeven. Ce week-end c'était aussi le retour à la compétition pour Zebo suite à son KO contre Doumbé, et il a gagné au Ares. Je pense que c'était bon pour lui parce que là s'il avait perdu ça aurait été très dur mentalement, même s'il est encore jeune. Il a pris vraiment, lui il a pris la haine des réseaux en pleine tête, tout le côté sombre des réseaux, ce que je déteste. Il l'a pris dans la tronche. Je suis très content pour lui qu'il ait remporté ce combat. Et puis retour à l'UFC maintenant, Alexa Grasso et Valentina Shevchenko vont coacher la saison 32 de l'Ultimate Fighter. Alors on passe de Conor McGregor Chandler à Shevchenko Grasso au niveau entertainment. Je veux pas être méchant, mais je pense que ça va être autre chose. Ça veut dire que les deux vont s'affronter, ça veut dire que Manon Fiorot va devoir attendre. Et écoutez, tant mieux pour elle, hein. Maintenant voilà, premier combat, Grasso avait gagné, deuxième combat, on était parti sur un égalité, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on verra la manche 3 de ça. Et puis une autre annonce de combat, c'est Mathéus Nicolo et Manel Capé qui vont s'affronter le 27 avril. Et puis notre français Morgan Charrière va affronter Mariscal, lui ce sera le 6 avril prochain. Et enfin, nouvel ajout sur la carte de l'UFC 300 puisque Renato Moicano et Jalin Turner vont s'affronter. D'ailleurs les combats, l'ordre des combats a été dévoilé, on en parlera demain. Et puis écoutez, tout de suite on passe à la minute auditeur. Les gars, pensez si vous voulez me soutenir, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire. Cette semaine, malheureusement, il y aura moins d'émissions que d'habitude. Je suis débordé niveau boulot. Ça va sortir peut-être pas tous les jours. Mercredi, jeudi, ça va être ultra chaud. Ça sortira peut-être après 17 h, parfois avant.
Mais écoutez, on fait comme on peut, j'essaierai de vous maintenir au courant de toute l'actualité MMA en tout cas. Et je commence avec Andy Gavo qui me dit salut, alors ce qu'il faut savoir pour revenir sur l'événement du PFL, moi j'ai tout regardé, même les prélims, même pendant la main card entre les combats, beaucoup de gens, exemple Tony Parker et bien d'autres sont montés dans la cage avec leurs chaussures pour prendre des selfies, mais on est où là? Jamais on aurait vu ça à l'UFC, je dis pas ça comme si c'était sûr et certain que les shards proviennent de là, mais ils peuvent rentrer avec des saletés sous les chaussures. Là je suis entièrement d'accord avec toi, gros manque de professionnalisme. Déjà normalement quand ça saigne, l'organisation nettoie entre les rounds pour éviter les glissements et les blessures, hors frappe ou autre, et là tout le monde monte avec leurs chaussures au calme et personne nettoie. Ne venez plus jamais me dire que cette organisation peut concurrencer l'UFC, je suis d'accord avec toi là sur ce coup là, c'était une soirée noire pour eux. Et autre chose, le MMA sans les coudes pour moi c'est vraiment chiant. Comme j'ai dit, j'ai regardé tout l'événement et franchement trop de fois où les coudes auraient été efficaces. Vous en voulez encore? Ok. Moi j'étais pour Doumbé tout en appréciant vraiment Baki, bref, mais la speakerine qui dit dans les prélims qui criait Baki et le public qui répondait t'es mort, j'ai jamais vu ça dans une autre orga, c'est clairement un parti pris, on ne verra jamais ça à l'UFC encore une fois. Bref, j'aime cette organisation, mais il y a beaucoup de choses à corriger car je ne pense pas être le seul à avoir constaté tout ça et j'en oublie sûrement. Je suis d'accord, les coups c'est dommage, plus il y a de coups autorisés, plus le combat est pur, moi je suis pour ça. Et puis ouais, la speakerine j'ai pas compris, en fait on avait l'impression que c'était un truc, on est entre nous, la speakerine, on connaît tous les gens dans le stade, enfin tu vois c'était vraiment délire à la française. C'est un événement qui se veut international, faut un truc pro. Je suis d'accord, ça manquait de professionnalisme, honnêtement c'était vraiment pas génial. Ensuite, on a Sonatine qui me dit « Est-ce que tu penses que cela aurait été plus difficile pour Doumbé, notamment dans le premier round quand il avait été amené au sol, si Baki avait pu mettre les coudes ?» Bah écoute, malheureusement, on le saura jamais. C'est ça le problème, c'est que s'il y avait eu les coudes, on aurait su, tu vois. Et ça fausse le combat, j'aime pas ça. Ça aurait peut-être rien changé du tout, on peut pas refaire l'histoire, mais je comprends ta question, je comprends ton interrogation, je me la pose aussi. Mais j'espère que les coudes vont revenir dans la saison régulière, je l'ai dit. Je peux comprendre, mais là, il n'y avait pas de saison régulière, en tout cas pour Doumbé et Baki, hein, les autres, je dis pas. Mais ouais, je suis assez déçu de ça. Ensuite, j'ai Quims qui me dit, bon bah maintenant, on est sûr que Ngannou va revenir dans l'octogone, moi, dans la Smart Cage, on a compris, au PFL. Écoute, je l'espère vraiment. J'espère que là, la boxe anglaise, il va faire un break, revenir au MMA. Et puis, bah, qu'il sera au niveau. Surtout, j'espère qu'il sera vraiment au niveau. Et puis, on a PPFF qui me dit salut, grosse déception de voir une légende comme Mike Tyson remonter sur le ring. Encore contre 7, 3 petits points. Bah ouais, remonte sur le ring, Mike Tyson. Écoute, que veux-tu je l'ai dit l'autre jour, hein, j'aurais aimé voir autre chose de sa part pour un ancien champion. Et tu disais, je pense que si Almeida gagne sans réussir à aller au sol contre Blades, alors Gane devrait le prendre car elle aura perdu confiance en sa lutte et le striking de Cyril est au-dessus. Ça aurait été vrai. Maintenant, le truc, c'est que là, pour Cyril Gane, Blades qui gagne, Aspinall qui dit je suis ok. Je sais pas ce que ça va donner pour le Cyril Gane. Franchement, ça commence à faire long depuis le mois de septembre. Et j'ai aussi l'impression, en regardant ses derniers combats, qu'Abdul Abdouragimov est une catégorie au-dessus de la sienne. Il est beaucoup moins imposant physiquement que ses adversaires et cette différence va se faire sentir au fil de ses combats. C'est possible. Je sais pas du tout. J'ai pas assez suivi sa carrière pour le dire, mais là on a vu, ça l'a rendu un peu plus humain. Après j'ai dit que c'était bien, il va monter en niveau d'adversité comme ça au fur et à mesure. Quelle sera la suite pour lui? Je sais pas, j'ai pas entendu parler d'une descente de catégorie de poids, mais peut-être qu'il y pense, hein. Ensuite il y avait Jordan Herman, alors lui c'est le gagnant du week-end, vous allez comprendre. Un conseil, mise sur Poirier, j'ai mis 500 € sur lui, et c'est pas un mytho parce qu'il m'a dit ça avant le combat, hein. Je vous rassure, c'est pas un message qu'il m'a mis hier. Vu son attitude, son staphylocoque, le même que son combat contre Miranda qu'il avait à son pied, il sera énormément diminué, sauf que là c'est du Dustin Poirier en face, et il a l'air vraiment motivé, c'est d'ailleurs le premier arrivé à la peser ce jour. Son coach a dit qu'il était dans une des meilleures formes de sa vie, et qu'il avait fait l'un des meilleurs camps d'entraînement de sa vie également. Il est motivé car il est à domicile, bref, toutes les planètes sont alignées pour Dustin. Alors c'est après le coach qui dit que c'est le meilleur camp de sa vie, on l'entend à chaque fois, des fois ça sonne vrai, des fois ça sonne faux, mais bon écoute, là t'as eu le nez fin, et c'est impossible qu'il perde ce combat au vu de son expérience et des adversaires qu'il a affrontés tout au long de sa carrière. Je précise que je suis 100% derrière Benoît, mais là ça a été trop vite, il aurait fallu au moins 2 combats avant celui-là, Dariush, Gamrot, Fiziev ou Kurt Turner, pourquoi pas, 2 de ces 5 combattants là, et là, s'il les bat, il est légitime pour affronter Dustin. Bref, cette opportunité ne se refuse pas, bah voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Et puis l'UFC aime que Benoît finisse tous ses combats, mais cela reste trop tôt pour lui et ils sont en train de lui foutre en l'air sa carrière pour moi. J'espère me tromper, mais de l'expérience que j'ai dans les sports de combat en tant que pratiquant de judo pendant 4 ans et fan de presque tous les sports de combat, dont particulièrement le MMA, je peux vous garantir à 99% que Benoît est vraiment dans la merde et limite j'ai envie d'en pleurer tellement je suis dégoûté que le combat arrive trop tôt et que Benoît a un staphylocoque au front. Bref, c'est le God of War, il donnera tout, j'espère qu'il va réussir à le soumettre vraiment, car je ne crois en rien d'autre de la part de Benoît Saint-Denis. Mais écoute, félicitations Dustin, pour Dustin Poirier, t'as pris un x2 au moins, donc 500, t'es passé au moins à 1000, t'as dû passer un bon week-end, et ouais, c'était dur pour Benoît, la marche était un peu haute, le staphylocoque n'a pas aidé bien sûr, maintenant comme tu dis, l'opportunité ne se refuse pas, j'espère qu'il reviendra plus fort.
Et puis il y a Le Braque qui dit il avait bel et bien une infection selon un post Facebook de BSD. Bon, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Quand je l'ai vu diminuer, je me suis dit c'est comme face à Miranda, il n'a qu'un round, 2 maximum pour faire la différence et s'imposer. Sauf que là c'était Poirier, bah oui, bien sûr. Hâte de voir la suite. Quelle série noire, il y a un petit goût de retour au réel initié par Joshua et Poirier. Bah ouais, ça c'est clair. On a cru que les gars de MMA pouvaient aller foutre la terreur en boxe anglaise. On s'est dit que Benoît Saint-Denis allait griller les étapes et devenir champion. Bon bah écoute, ce n'est que partie remise pour lui, je l'espère. Et puis t'as pas tort là-dedans. Écoutez, on se retrouve, je sais pas si on se retrouve demain, mais on se retrouve plus tard dans la semaine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'émission. Et puis à plus tard, salut!